Fermée il y a 2 ans en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait chez ses 2 voisins, la Côte d'Ivoire a annoncé ce jeudi la réouverture officielle de ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. Enfin, en Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev a été nommé président par intérim. Une nomination approuvée par le Parlement ce jeudi. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. On ouvre cette édition par le Gabon où la délégation de l'Union africaine qui est attendue pour trancher la crise post-électorale qui embrase le pays ne foulera pas le sol gabonais de sitôt. La mission a été reportée sine die. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre gabonais des Affaires étrangères. C'était lors d'une conférence de presse donnée à Libreville. L'Union africaine avait annoncé ce lundi qu'elle était prête à envoyer une délégation de chefs d'État au Gabon pour des appels au calme. À travers une conférence de presse donnée ce jeudi, le ministre gabonais des Affaires étrangères a annoncé un report de la mission de l'Union africaine sans fixer de date. Mission qui était attendue ce vendredi à Libreville. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Et il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Le bilan de 50 à 100 morts, dont les troubles avancés par certains opposants, a été réfuté par le ministre. Selon lui, les émeutes qui ont suivi l'annonce de la réélection contestée d'Ali Bongo ont fait 3 morts. Il a par ailleurs indiqué qu'un policier déclaré mort était toujours vivant. Toujours au Gabon, l'opposant Jean Ping a déposé ce jeudi un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août, élection remportée par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Selon un communiqué de son équipe de campagne, Jean Ping a déposé au greffe de la Cour constitutionnelle une requête en réformation de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dans la province du Haut-Ogooué, fief familial des Bongo, qui a permis, selon les résultats officiels, la victoire sur le fil du président sortant. Du côté d'Ali Bongo Ondimba, on estime aussi que le scrutin a été émaillé de fraude. Aussi, des recours concernant certains pourcentages anormaux dans certaines régions ont été déposés. Le gouvernement zimbabwéen reconnaît éprouver des difficultés à payer ses fonctionnaires dont le seul traitement absorbe 96,8% du budget national. Il faut dire que depuis le début de l'année, les autorités du pays ont été contraintes à plusieurs reprises de retarder le paiement de nombre de fonctionnaires. Selon les prévisions du ministre des Finances, le déficit budgétaire du pays devrait atteindre la barre du $1 milliard d'ici la fin de l'année si la situation actuelle devait perdurer. Patrick Shinamasa a d'ailleurs révisé de 2,7% à 1,2% ses prévisions de croissance pour l'année en mettant en cause la sécheresse qui affecte la région, le recul des investissements et le manque de liquidité dans les caisses de l'État. Et pendant que le gouvernement peine à satisfaire ses fonctionnaires, le président nigérien a dévoilé ce jeudi son programme pour rendre le Nigeria meilleur. Muhammadu Buhari imagine son pays comme un paradis incorruptible. Un État où les automobilistes s'arrêteront au feu rouge et où les agents de police refuseront les pots de vin. Muhammadu Buhari appelle ses compatriotes à un changement de comportement. Le président nigérien Muhammadu Buhari propose un modèle de pays qui fait rêver dans le sens large du terme. Il rêve d'un État où les couturiers n'achèteront que des tissus made in Nigeria, les groupes armés dans la région pétrolière du Delta déposeront les armes, les détritus seront jetés dans la poubelle et non dans la rue, et les employés arriveront à l'heure au bureau. Âgé de 73 ans, le président nigérien, dont la réputation de sévérité n'est plus approuvée, accuse les Nigérians d'être indisciplinés et les implore de perdre leurs mauvaises habitudes
impossible de défier les lois. Le général à la retraite, qui affectionne tant la discipline militaire, affirme que le but de son programme est avant tout de changer les mentalités. Cette campagne de réorientation comporte aussi des films promotionnels rythmés par le jingle incessant des changements que chacun devait faire à son niveau. Cette campagne est similaire à la guerre contre l'indiscipline engagée par le général Buhari lorsqu'il a gouverné le Nigeria une première fois dans les années 1980. Rappelons que Muhammadu Buhari a été élu en 2015, notamment pour sa volonté d'éradiquer la corruption, et les Nigérians, dans leur majorité, étaient pour. Direction le Bénin où l'ONG CVD, entendez Conscience Verte pour le développement, qui investit dans la promotion de l'excellence en milieu scolaire et estudiantin, était hier face aux hommes de médias. À la faveur d'une soirée dénommée l'Académie de l'excellence, les élèves les plus méritants ont été primés. L'événement, qui en est à sa deuxième édition, a par ailleurs consacré la commémoration de la Journée internationale de l'éducation au Bénin. La réaction du porte-parole des récipiendaires, suivie de celle du représentant du CNE, entendez le Conseil national de l'éducation. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Dorissou. Vous avez décidé de nous honorer, honorer l'excellence, honorer l'éducation, honorer le développement de la jeunesse béninoise. Et en décidant d'honorer l'éducation, vous honorez un Bénin sans vice. C'est avec une joie incommensurable que nous vous témoignons notre gratitude. Elle est d'autant plus grande en ce sens que nous nous demandons si notre petite personne mérite tous ces honneurs. Nous vous en savons gré. Nous ne sommes pas devenus pires qu'hier. Si un enfant n'est pas brillant en mathématiques, en français, il est taré, il est mauvais. Alors qu'il aurait pu être un très bon musicien, l'intelligence artistique et musicale, qui n'aurait pas souhaité voir son enfant aux Jeux olympiques. C'est l'intelligence corporelle et sportive. Que mon pays prenne le pari de la maternalisation de l'éducation. Toujours au Bénin, le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies était hier au cœur d'une séance de travail entre professionnels du milieu. La session a pour objectif principal d'échanger avec les organisations de la société civile sur les initiatives entreprises dans le cadre de l'exécution du plan d'action national et de discuter des perspectives. Plus de précisions avec le président du bureau exécutif de l'ONG Changement Social Bénin, Ralmeg Kanda, intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Dorissou. Depuis janvier, nous nous sommes répartis en fait des activités et des objectifs spécifiques et à travers les thématiques sur lesquelles les ONG travaillent. Et donc de ce point de vue, l'important ce soir de faire le point. Qu'est-ce que nous-mêmes en tant qu'OSC nous avons fait et puis quels sont les défis que nous avons à relever au regard de ce qui est fait. Parce que conformément, je crois, au paragraphe 5 de l'article 111 du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme, la recommandation a été faite à l'État béninois, en fait, d'avoir fourni un rapport sur 12 mois de l'amélioration des situations sur 3 recommandations prioritaires, à savoir la situation en milieu carcéral et la torture, la question du droit à la vie relativement aux questions liées à la vie populaire et exécution extrajudiciaire et consorts de la vie policière, et puis l'installation de la Commission des droits de l'homme. Donc sur ces 3 questions prioritaires, il est question aussi déjà de commencer par voir quelles ont été les avancées, quels ont été les progrès réalisés par l'État béninois et comment est-ce que les OSC aussi ont fait le suivi par rapport à ces 3 questions prioritaires. Parlons à présent du rapport de la Banque mondiale sur la pollution atmosphérique publié ce jeudi. Selon ce rapport, le phénomène est devenu le 4e facteur de décès prématurés dans le monde. Une situation qui entraîne un manque à gagner de centaines de milliards de dollars pour l'économie mondiale. Les détails. Maladies cardiovasculaires, cancer des poumons, maladies pulmonaires chroniques, infections respiratoires. Voilà quelques-unes seulement des pathologies dont est responsable la pollution de l'air. Elles sont à la base d'un décès sur 10 dans le monde, 6 fois plus que le paludisme. Les derniers chiffres publiés dans un rapport de l'Institution de développement le disent si bien, 2 900 000 de personnes ont été tuées par la pollution atmosphérique ambiante en 2013.
en ajoutant les effets de la pollution dans les foyers, notamment ceux de l'utilisation de combustibles solides pour se chauffer et cuisiner, le nombre de morts s'élève à 5,5 millions. Avec des pertes en vies humaines si importantes, le tableau ainsi présenté crée de considérables manques à gagner en termes de revenus. Le développement économique s'en voit entravé selon les calculs de la Banque mondiale. L'étude effectuée évalue les pertes de revenus du travail imputables à ces décès à environ 225 milliards de dollars en 2013. Aussi, la pollution provoque-t-elle des pertes en termes de bien-être s'élevant à 5 milliards 110 de dollars. Bien que le niveau de gravité varie d'un pays à un autre, il est important de souligner que nul n'est épargné. Environ 87% de la population sur la planète est plus ou moins exposée à ce fléau. Je l'annonçais en titre, après 2 ans de fermeture pour cause d'Ebola, la Côte d'Ivoire a rouvert ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. Une décision motivée par la fin de la transmission de la maladie décrétée dans ces pays voisins. Aussi, l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés a été fermé, tout comme la mesure qui déconseillait les accolades et le serment des mains. En Ouzbékistan, le Parlement a approuvé ce jeudi la nomination du Premier ministre Shavkat Mirziyoyev comme président par intérim. Sa nomination intervient quelques jours après le décès du président Islam Karimov. Shavkat Mirziyoyev, 58 ans, a accepté ce poste de président par intérim après que le président du Sénat, Nigmatilla Louldachev, qui occupait la fonction de président par intérim conformément à la Constitution, se soit retiré et est proposé de le nommer. Une proposition approuvée par députés et sénateurs. Après avoir dirigé l'organisation des funérailles de l'ancien chef de l'État le 3 septembre dernier à Samarkand, dans le sud-ouest de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev faisait déjà figure de favori pour la succession d'Islam Karimov. Il est réputé avoir des liens étroits autant avec la famille du président Karimov qu'avec les responsables des puissants services de sécurité. Après avoir rencontré le premier ministre russe Dmitry Medvedev le jour des funérailles, il s'est entretenu 3 jours plus tard avec le président russe Vladimir Poutine, venu se recueillir sur la tombe d'Islam Karimov, mort à l'âge de 78 ans, à la suite d'une hémorragie cérébrale. Le président russe avait déploré une perte immense et salué un homme d'État de la plus grande autorité et un vrai leader. Il faut dire que des élections présidentielles anticipées ont également été convoquées et doivent se tenir dans 3 mois. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était là le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi.